Dans la guerre contre les mauvaises séries, les plus redoutables vidéastes continuent de produire jour après jour leurs analyses et leurs critiques pour permettre aux spectateurs de s'y retrouver. Quelque part, l'un d'entre eux s'est donné pour mission de proposer son avis sur celle qu'il regarde par le biais de son émission Verdict en série. Voici son nouvel épisode. La série dont on va parler aujourd'hui est une série américaine dramatique, diffusée initialement aux USA à partir de 2014 sur la chaîne payante Starz. Terminée depuis 2020, elle se compose de 6 saisons pour un total de 63 épisodes, d'une durée moyenne d'environ 55 minutes par épisode. Au moment où j'écris ces lignes, la série est disponible en intégralité sur Netflix et Prime Video. À noter qu'elle est déconseillée aux moins de 18 ans en France. Aujourd'hui, on va parler de cette série qui est plutôt passée sous les radars et qui pourtant a connu un certain succès. Aujourd'hui, on va parler de Power. Bonjour à tous, je suis Yann et vous êtes sur Verdict en série. Verdicts en série. They say this is a big rich town. Courtney Kemp, alors âgée de 26 ans, quitte sa ville natale de Westport pour tenter sa chance à Los Angeles où elle espère devenir scénariste pour la télévision. La jeune femme se destinait pourtant initialement à une carrière de journaliste. Après ses études, elle avait ainsi pu travailler pour différents magazines, dont le célèbre Mademoiselle. Et c'est lorsqu'elle écrivait pour GQ que l'un de ses articles fut repéré par des producteurs qui envisagèrent sérieusement d'en faire une série. Le projet n'aboutit pas, mais Courtney en ressortit avec un agent, Nancy Hetz, et des aspirations de carrière un peu différentes qui la conduisirent finalement à déménager pour la Cité des Anges. Rapidement, elle écrit ainsi pour le Bernie Mac Show, puis pour d'autres séries telles que Eddystone, une comédie musicale prenant place dans les tribunaux avec Johnny Lee Miller en tête d'affiche, ou Justice, un drama mettant en scène une équipe de juristes menée par Victor Garber, ou encore la version de 2012 de Beauty and the Beast avec Christine Kruk. Mais c'est lorsqu'elle intègre l'équipe de scénaristes de The Good Wife, la célèbre série encore une fois prenant place dans le milieu juridique et cette fois portée par Juliana Margulies, que sa notoriété va monter en flèche, lui permettant de se faire remarquer dans le milieu. En 2011, Courtney met au monde son premier enfant, un garçon qu'elle prénomme Arden. Mais c'est aussi le 5 mars de cette même année que son père, Herbert Kemp Jr., décède d'un infarctus à l'âge de 69 ans. Pour faire face à cette disparition, Courtney ressent alors le besoin d'écrire sur lui, et elle commence à imaginer une histoire mettant en scène un homme ambitieux, s'étant battu pour gravir les rangs de la société, et tentant à tout prix de contrôler son image et sa destinée, tout comme son père, qui était lui aussi issu d'un milieu pauvre, et était parvenu à force de travail à se hisser sur les hauteurs de l'échelle sociale dans le milieu de la publicité. Dans le même temps, Curtis Jackson, plus connu sous son nom de rappeur 50 Cent, et le producteur Mark Canton sont en pleine réflexion pour créer une série centrée sur la musique et un héros noir issu du milieu criminel. Nancy Hetz, qui officie toujours comme agent pour Courtney Kemp, est informée de leur volonté et décide de mettre les trois protagonistes en relation lors d'un rendez-vous qu'elle organise dans un café à LA. La rencontre s'avère très prolifique puisque le trio s'empare de leurs idées respectives et commence à écrire une série dont le héros serait un parfait mélange entre le père de Kemp et la propre histoire de 50 Cent. La série est vendue à la chaîne Starz, qui pose la condition que 50 Cent endosse le rôle titre, mais celui-ci finit par décliner, le considérant trop prenant. Avec Kemp, ils ajoutent toutefois à leur scénario le personnage de Kanan, moins présent à l'écran, mais qui sera bien incarné par le rappeur, et Starz accepte ce compromis. La série est intitulée Power, Kemp en devient la showrunneuse, tandis que 50 Cent, en plus de son rôle de Kanan, endosse tout comme Canton la casquette de producteur exécutif. Power est désormais né. James St. Patrick, un homme d'affaires, inaugure son premier nightclub haut de gamme en plein cœur de New York, le Truth, accompagné de sa femme Tasha. Tout le Gotha new-yorkais est là, au milieu des paillettes et des flashs incessants des nombreux journalistes qui couvrent l'événement en grande pompe. Mais alors que la soirée bat son plein, Tommy, un trafiquant de drogue violent et impulsif, séquestre dans les sous-sols du même club un petit dealer de son organisation qu'il soupçonne de trahison et la petite amie de celui-ci. L'associé de Tommy, le mystérieux Ghost, est obligé d'intervenir pour voir de quoi il retourne et prendre les décisions qui s'imposent. Problème, Ghost et James St. Patrick sont la même personne. Une fois cette situation résolue, James Ghost St. Patrick retourne se mêler à ses invités et aperçoit alors au milieu de la foule son amour de jeunesse. Cette rencontre ravive chez lui de nombreux sentiments qu'il croyait enfouis à tout jamais et qui risquent bien malgré lui de mettre en péril tout ce qu'il a bâti et tout ce à quoi il aspire désormais.
Dans la peau de James St. Patrick, alias Ghost, on retrouve l'acteur Omari Hardwick. Fils de procureur, l'homme s'était tout d'abord brillamment distingué lors de ses études dans le domaine sportif, excellant notamment dans le baseball, le football américain et le basketball. Mais malgré ses qualités indéniables, Hardwick préfère se concentrer sur la poésie et le théâtre. Après ses études, il est refusé par la National Football League et se tourne naturellement vers l'acting. Mais ses débuts s'avèrent laborieux. Il enchaîne les petits boulots pour payer ses cours d'acting et doit même un temps vivre dans sa voiture. Toutefois, sa carrière démarre enfin en 2004 lorsqu'il est choisi pour un rôle dans un téléfilm réalisé par Spike Lee, avec qui il tournera d'ailleurs à nouveau quelques années plus tard. Il enchaîne ensuite les rôles dans des films comme Kick-Ass ou L'Agence Touriste, ou dans des séries comme Saved ou Dark Blue, Unité Infiltrée. Et en 2014, il est finalement choisi pour jouer le rôle titre de la série Power. Joseph Sikora, qui interprète le tempétueux Tommy Egan, a commencé sa carrière d'acteur en 1990 lorsqu'il était adolescent, dans une publicité pour McDonald's, aux côtés de Michael Jordan. Mais c'est en 2006 qu'il fait ses véritables débuts à Broadway, dans une adaptation du roman Ouragan sur le Cane. Il apparaît ensuite dans de nombreux rôles, que ce soit au cinéma, comme dans The Watcher, Ghost World, Shutter Island ou Jack Reacher, ou à la télévision dans des séries comme Boardwalk Empire, Banshee ou encore The Good Wife. Puis il intègre le casting de Power en 2014, dans le rôle particulièrement intense de Tommy. Naturine Houghton, quant à elle, montre un talent certain pour le chant dès l'âge de 5 ans. Elle rejoint alors la chorale de son église baptiste et finit par être remarquée pour ses prédispositions. En 1999, alors âgée de 15 ans, Naturine rejoint Adrian Bailon et Kelly Williams pour former le trio 3LW, et le groupe connaîtra le succès jusqu'en 2002, année où Houghton quitte la formation suite à des mésententes irréconciliables avec ses co-stars et leurs managers. Par la suite, elle continue une carrière solo, obtient un rôle qu'elle tiendra plusieurs années dans la comédie musicale Hairspray et sort un album plutôt bien reçu en 2009. C'est cette même année qu'elle décroche son premier rôle au cinéma, celui de Lil' Kim dans le film Notorious. Elle joue aussi, toujours en 2009, dans le remake de Fame. Naturine enchaîne ensuite avec plusieurs séries, Mad Men, The Playboy Club, The Client List, avant d'être finalement choisie pour interpréter la femme de Ghost, Tasha St. Patrick, dans la série dont on parle aujourd'hui. En plus de ces 3 têtes d'affiche, Power compte aussi pas mal de visages connus dans le rang de ses acteurs secondaires et de ses guests. Parmi eux, on peut citer Ivan Handler, apparu dans de nombreuses séries, mais surtout connu pour ses rôles dans Sex and the City et Californication. William Sadler, au casting d'une liste impressionnante de films et séries en tout genre, mais dont les rôles les plus connus sont peut-être dans la série Roswell, ou les films Échec et mort, 58 minutes pour vivre, Les Évadés ou encore La Ligne Verte. Enrique Murciano, qui avait tenu l'un des rôles principaux de la série FBI Portée disparue. Victor Garber, qui jouait le père de Jennifer Garner dans la série Alias. Ian Neal, qui avait incarné un procureur dans la franchise Law & Order. Lee Tergesen, dont le rôle le plus marquant est sans conteste celui de Beecher dans la série Oz. C.S. Lee, qui jouait le collègue pervers rigolo de Dexter dans la série éponyme. Jesse Williams, qui tient ici un tout petit rôle, et qu'on connaît surtout pour la série Grey's Anatomy. Et bien sûr, l'iconique Curtis 50 Cent Jackson, qui incarne donc Kanan dans la série, et qui avait connu plusieurs vies avant Power, de criminel à rappeur, puis acteur, ou encore producteur. I just come from the poet's part. Bright lights. Une fois n'est pas coutume, ma découverte de la série ne partait pas d'un intérêt personnel. Je connaissais son titre, croisé plusieurs fois sur Netflix notamment, mais je n'avais jamais eu la curiosité de voir de quoi il s'agissait. Jusqu'à ce qu'un abonné, que je remercie vraiment, me la recommande après mon épisode sur The Shield. Et en lisant qu'il y voyait des parallèles avec cette dernière, incontestablement l'une de mes séries préférées, si ce n'est ma préférée, j'ai immédiatement été intrigué et j'ai lancé les premiers épisodes. Et pour être honnête, le début ne m'a pas franchement convaincu. L'ambiance clinquante mêlée à une esthétique très hip-hop ne me parlait pas du tout. Je n'arrivais pas à m'attacher au personnage principal et le rythme, que je trouvais très mou, me semblait mal maîtrisé. Mais porté par la recommandation de l'abonné en question, j'ai persisté, persuadé qu'à un moment donné, tout cela devait décoller. En tout cas, je l'espérais vraiment. Sur le plan du scénario, j'ai vraiment eu du mal à me laisser embarquer pendant les 2 premières saisons, que je trouve particulièrement mollassonnes. Le rythme est très mal dosé, beaucoup de scènes lentes où il ne se passe bien souvent finalement pas grand-chose, et des enjeux affaiblis par une tension qui peine à embarquer. Et puis il y a un point qui m'a franchement cassé les pieds, et je n'aurais jamais cru dire ça un jour, les scènes de sexe. Autant les toutes premières peuvent se laisser apprécier, je peux le concevoir, autant leur présence systématique devient vite épuisante. Elles reviennent dans chaque épisode, parfois même plusieurs fois, s'étirent en longueur, cassent le rythme et n'apportent strictement rien à l'histoire.
Si l'idée était de jouer la carte de la subversion, c'est en fait tout l'inverse qui se produit. Au bout d'un moment, à chaque amorce d'une telle scène, on finit par attraper son téléphone pour scroller sur un quelconque réseau en attendant que ça passe. Un comble pour ces moments qui avaient certainement pour vocation, au contraire, de maintenir l'intérêt. Heureusement, les scénaristes ont peut-être réalisé le problème, car dès la 3e saison, ces scènes se font plus rares, et là encore je ne pensais pas dire ça un jour, mais c'est clairement pour le mieux. Par ailleurs, c'est justement à partir de la saison 3 que l'histoire gagne nettement en intensité et devient bien plus prenante. Et cette montée en puissance se poursuit graduellement jusqu'à la fin. Même si certains passages restent parfois anecdotiques, un peu trop longs ou plus inégaux, c'est au cours de cette saison que je me suis surpris à être enfin impatient de découvrir la suite à chaque fin d'épisode. Alors oui, sur l'ensemble, on n'échappe pas à quelques incohérences, à certains twists et retournements de situation parfois assez invraisemblables. Mais globalement, en dehors d'un premier tiers en demi-teinte, le résultat reste solide, efficace et même de plus en plus addictif à mesure que les épisodes défilent. L'histoire va globalement crescendo, nous offrant des moments d'une tension toujours plus implacable, et sans qu'on s'en rende vraiment compte, on finit par se laisser prendre. Du côté des personnages et du casting, il y a vraiment énormément à dire. Commençons naturellement par le héros, auquel au départ j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher. Froid, presque inaccessible, je ne comprenais pas vraiment ce personnage. Et puis au fil du temps, j'ai réalisé que cette distance imposée par Omari Hardwick n'était pas un défaut, mais une intention très cohérente. Ce détachement permanent colle parfaitement à cet homme obsédé par le contrôle, celui de son entourage, des événements, de son image et avant tout, de lui-même. Avec le recul, l'acteur se révèle très solide dans la peau de ces personnages calculateurs, sans scrupules, prêts à sacrifier presque n'importe quoi ou n'importe qui pour nourrir ses propres ambitions. Et impossible de ne pas voir certains parallèles avec Walter White de Breaking Bad. Si les deux hommes ont des aspirations aux antipodes, Heisenberg cherchant à s'imposer dans le game, tandis que Ghost veut s'en détacher, mais aux méthodes étrangement similaires. Tous deux dénués de tout sens moral ou presque, tous deux prêts à tout pour arriver à leur fin, tous deux acceptant sans sourciller les dommages collatéraux même dans leur propre rang, et surtout, tous deux essayant de se convaincre d'agir pour les leurs, alors qu'ils servent finalement juste leur propre ego. À ses côtés, il y a Tommy, très certainement et de loin mon personnage préféré de la série. Bras droit de Ghost et son ami d'enfance, il représente tout son contraire. Impulsif, incontrôlable, émotionnellement vif, il agit spontanément, là où Ghost calcule tout. Leur duo m'a rappelé à plusieurs reprises celui de Vic et Shane dans The Shield, à ceci près que Tommy n'atteint jamais la toxicité parasitaire de Shane. Au contraire, il se distingue par une loyauté presque absolue. Cette naïveté expressive, mêlée à une brutalité parfois explosive, le rend incroyablement touchant. Joseph Sikora l'incarne avec une intensité rare. Chaque scène, chaque regard, chaque explosion de violence ou de tendresse est portée par une vraie force dramatique. Pour moi, c'est un personnage totalement réussi. Autre surprise notable, 50 Cent. Au début, son rôle est secondaire et ne laisse présager ni ampleur ni importance. Mais c'est lorsque son personnage gagne en présence que la série commence doucement à prendre une autre dimension. Sans être le meilleur acteur de sa génération, il s'en sort étonnamment bien. Tour à tour violent, agaçant, manipulateur, rusé, inquiétant, impulsif, il réussit à imposer une vraie présence. Et surtout, ce personnage a un impact considérable sur toutes les intrigues majeures, jusqu'aux ultimes épisodes et au dénouement de la série où on s'aperçoit que ses actions sont finalement au cœur de tout. Je ne l'attendais pas du tout à ce niveau-là, et pourtant, il est l'un des vrais atouts du show. Le reste du casting est solide. Naturine Houghton, que je ne connaissais pas, livre une prestation très forte. Son personnage est beaucoup plus ambigu, complexe et profondément humain qu'il n'y paraît au premier abord. Et j'ai particulièrement aimé la dynamique qu'elle entretient avec Tommy, avec qui elle forme un duo touchant par moments. Mais tout cela dit, j'ai quand même un reproche global concernant les personnages. Leur tendance chronique à retourner leur veste toutes les 2 minutes. Dans Power, tout le monde manipule tout le monde trahit tout le monde joue double, triple ou quadruple jeu. Parfois ça fonctionne, parfois c'est fluide et cohérent, et parfois c'est clairement artificiel. On a l'impression que certains retournements de situation n'existent que pour créer de la tension, et du coup, ça sonne faux. L'un des personnages en particulier, qui se nomme Dre, en est l'exemple parfait. Il change tellement de camp et souvent à la vitesse de la lumière qu'à la fin, j'étais épuisé. Je déteste le manichéisme simpliste, mais là, selon moi, on tombe dans l'excès inverse, où certains personnages et leurs aspirations deviennent presque illisibles. Peut-être que la série aurait gagné à garder quelques lignes un peu plus nettes, un peu plus définies, sans que ça ne l'oblige pour autant à tomber dans une caricature facile ou une autre. Visuellement, la série bénéficie d'une esthétique très soignée. C'est léché, élégant, souvent très beau, mais parfois trop,
comme une photo imprimée sur un papier glacé un peu trop brillant qui finit par créer une certaine distance avec ce petit manque d'âme. Par ailleurs, j'ai déjà évoqué la profusion de scènes de sexe, mais j'ajoute ici qu'elles sont, il faut le reconnaître, particulièrement bien filmées. Les corps sont évidemment superbes, la mise en lumière est maîtrisée, les cadrages sont travaillés, et pourtant, malgré cette beauté formelle, elles dégagent elles aussi une certaine froideur. À chaque fois, j'avais l'impression d'assister à un film érotique premium, le genre qu'on voyait parfois il y a bien des années certains dimanches en deuxième partie de soirée. Classe, propre, esthétique, mais émotionnellement totalement vide. Les scènes d'action en revanche sont généralement nerveuses et très bien mises en scène. Il y a du rythme, de la tension et une vraie lisibilité dans le découpage qui fait plaisir à voir. Mais à l'inverse, certaines scènes plus violentes, surtout dans la deuxième moitié de la série, deviennent étonnamment très graphiques. Et ces petits moments qui pop de ci de là contrastent tellement avec la froideur esthétique générale qu'on a parfois l'impression de changer brutalement de registre. Cette dissonance est saisissante, et j'avoue ne pas toujours avoir compris l'intérêt de pousser autant le curseur, quand le reste de la mise en scène joue au contraire la carte du contrôle et du style tout au long de la série. Avec 50 Cent à l'origine de la série, le rappeur agissant qui plus est comme producteur exécutif, dans une histoire qui se repose en partie sur sa propre expérience et dans lequel il tient un rôle plutôt important, il est évident que la musique joue un rôle majeur dans Power. Ainsi, elle n'est pas simplement un accompagnement, elle façonne l'âme et l'atmosphère de la série, structure les émotions et incarne le cœur conflictuel de l'univers, entre luxe, violence, dualité et ambition. Le générique même l'illustre. Le morceau Big Rich Town, évidemment interprété par 50 Cent et accompagné de Joe, impose dès les premières secondes le ton de la série. Cette chanson d'ouverture est devenue emblématique, un identifiant sonore quasi indissociable de l'univers de Power, et reste le thème principal de la saga. Mais l'univers musical de Power ne s'arrête pas là. La bande originale et les playlists officielles mêlent hip-hop, rap, R&B, soul et parfois des touches plus contemporaines électro-urbaines pour creuser les contrastes narratifs entre l'opulence des clubs, le glamour des apparences et la gravité brutale du milieu criminel. Dans plusieurs scènes clés, les retournements de situation, les dilemmes moraux, les trahisons ou les moments de tension maximale, les morceaux choisis accroissent l'intensité dramatique, soulignent le malaise ou font monter la pression. Ce mariage entre la narration visuelle et la bande-son musicale donne à Power une dimension immersive indéniable. On aime le style ou pas, et personnellement je n'en suis pas spécialement friand, cette musique devient presque un personnage à part entière, un reflet des ambitions, de la duplicité, de la quête de pouvoir, de l'identité et des contradictions des personnages. Elle transforme les scènes simples en instants chargés d'émotions, immerge le spectateur dans l'atmosphère impitoyable de New York et contribue grandement à la cohérence esthétique et narrative de l'ensemble de la série. Concernant la fin, j'ai là aussi pas mal de choses à dire. C'est le tout premier épisode, en observant la dynamique entre Ghost et Tommy, et en ayant évidemment en tête le duo Vic et Shane dans The Shield, j'ai très vite échafaudé une théorie sur la manière dont Power allait forcément se conclure. J'y ai cru dur comme fer, jusqu'à la saison 4, où ma vision a complètement basculé, et où j'ai développé une seconde théorie qui m'a paru encore plus évidente. Et finalement, c'est bien cette seconde idée qui s'est avérée être la bonne. Pour autant, je n'ai pas été déçu. Certes, le final ne m'a du coup pas surpris, mais il m'a semblé parfaitement cohérent avec tout ce que la série avait installé depuis le début, et on sent que cette fin était en germe depuis un moment. En revanche, il faut absolument parler de la forme, parce qu'elle est très particulière. La saison 6 compte en effet 15 épisodes, mais la conclusion, on la voit dès l'épisode 10. Dans celui-ci, on assiste au dénouement final du point de vue de Ghost. Puis arrive l'épisode 11, qui nous raconte à nouveau plus ou moins les mêmes événements, mais du point de vue d'un autre personnage cette fois. Puis l'épisode 12 reprend la même mécanique avec encore un autre personnage, et ainsi de suite jusqu'au dernier épisode. Cette construction très originale a ses qualités. Chaque nouvelle perspective apporte des informations inédites, des détails supplémentaires et du contexte qu'on n'avait pas pu percevoir. Sur le papier, c'est ingénieux. Mais dans sa réalisation, au bout de la 3e relecture, j'ai commencé à ressentir une certaine lassitude. 6 fois de suite le même dénouement, même avec les différences qu'impose chaque point de vue, c'est un poil trop. L'idée, que je trouve plutôt brillante dans son intention, aurait selon moi largement gagné à être condensée. 3 épisodes auraient été un compromis parfait. Là, on se retrouve avec une fin qui n'en finit plus de finir, et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si les scénaristes n'avaient pas étiré artificiellement cette mécanique pour remplir la saison. Dommage, le concept était bon, mais mal dosé. Il n'en reste pas moins que la fin est tout à fait honorable, cohérente avec l'esprit du reste de la série, et qu'elle termine celle-ci de manière tout à fait convaincante. Alors, est-ce que je vous conseille de regarder Power ? C'est une série qui demande de la patience, clairement.
Un démarrage un peu lent avec 2 premières saisons souvent trop molles, un rythme mal équilibré durant celle-ci, et la répétition ad nauseam des scènes de sexe. Et sur l'ensemble, des choix narratifs parfois discutables, et certains retournements de veste un peu trop mécaniques. Mais Power, c'est aussi une montée en puissance progressive. Des personnages qui prennent de l'épaisseur, des dynamiques passionnantes, une histoire qui trouve enfin sa voie, et devient doucement prenante à partir de la saison 3. Le tout servi par un casting solide, une esthétique léchée, quoique manquant d'âme de mon point de vue, et une ambition narrative qui culmine dans un final certes prévisible, mais à la réalisation audacieuse, même s'il aurait gagné à être resserré. Au final, mon ressenti général est simple. Malgré ses défauts parfois gênants, j'ai vraiment fini par m'attacher à l'univers, aux personnages et à cette ascension complexe menée par des figures toutes profondément imparfaites. Et une fois que la série décolle enfin, elle devient étonnamment addictive. Alors si vous avez la patience de traverser un début laborieux, Power vous prendra très certainement vous aussi, pour peu que vous lui pardonniez ses quelques défauts, loin d'être insurmontables. I just happen to come up hard. Legal or illegal. L'accueil critique semble plutôt partagé sur l'ensemble de la série. Ainsi sur Metacritic, le Metascore est de 61 sur 100 pour 21 critiques, tandis que le User Score est de 7,7 sur 10 pour 210 évaluations. Sur Rotten Tomatoes, Power obtient un score de 81%. Enfin sur IMDb, la série obtient la note de 8,1 sur 10, basée sur plus de 58 000 évaluations. Au niveau des récompenses, la série a reçu 15 prix, notamment un Annie Vision Award en 2016, dans la catégorie Meilleure performance dramatique pour Omari Hardwick, 3 par la NAACP en 2018 dans les catégories Meilleure série dramatique, Meilleur acteur dans une série dramatique pour Omari Hardwick et Meilleure actrice secondaire pour Naturin Houghton, ou encore un Hollywood Music in Media Award, toujours en 2018. Par ailleurs, Power a obtenu 29 nominations dans diverses catégories pour les BET Awards, les Black Reel Awards for Television, les People's Choice Awards, ou encore les Women's Image Network Awards. Si la série n'a pas été massivement primée aux sommets internationaux comme les Emmys, elle a toutefois été clairement reconnue, plébiscitée et appréciée dans le cadre de cérémonies afro-américaines et communautaires, ce qui correspond pleinement à sa thématique et sa popularité, et en dit long sur l'importance de sa portée culturelle. En 2021, un ancien baron de la drogue, Corey Ghost Holland Sr., a porté plainte contre 50 Cent, la créatrice Courtney Kemp, la chaîne Starz et le studio Lionsgate. Il affirmait que l'histoire de la série se basait de façon non autorisée sur sa vie personnelle, qu'il avait raconté dans un CD en 2007, dans l'espoir de sortir du trafic de drogue, CD qu'il aurait, selon lui, remis au père de Kemp. Il estimait que plusieurs scènes et éléments de la série reflétaient sa propre expérience et il réclamait une somme considérable en guise de dommages et intérêts. Il alléguait également que 50 Cent aurait essayé de l'intimider à plusieurs reprises. Visite supposée à son domicile par le rappeur et son entourage armé, musique menaçante jouée devant chez lui pour lui mettre la pression, ainsi qu'à ses proches. Mais en août 2024, la justice a tranché. Le tribunal a rejeté toutes les poursuites, estimant que le personnage principal de la série ne désignait pas directement Holland et que les similitudes avancées ne suffisaient pas à établir le plagiat, ni même une appropriation abusive. Ainsi, 50 Cent, Courtney Kemp, Starz et Lionsgate ont été blanchis. Par ailleurs, sur un autre plan, certains critiques reprochent à la série de mettre en scène un anti-héros afro-américain sans suffisamment interroger les conséquences sociales de ses actes. Selon un article du Los Angeles Times, si l'idée de créer un anti-héros noir comparable au Tony Soprano ou Walter White est intéressante, la série n'est pas équipée pour en gérer les conséquences. La violence, le trafic de drogue et la destruction qu'ils entraînent dans les quartiers défavorisés sont largement esthétisés et rarement présentés avec la gravité qu'ils méritent. Autrement dit, pour le LA Times, la série glorifie en quelque sorte le luxe, le pouvoir, la réussite, au détriment d'un vrai regard critique sur le milieu criminel. Le parti pris a entraîné des discussions sur la responsabilité des séries lorsqu'elles abordent des sujets sensibles comme la drogue, la pauvreté ou la violence urbaine. Enfin, l'abondance de scènes violentes, sexuelles et d'usage et de trafic de drogue a été régulièrement pointée du doigt. Pour beaucoup, la série bascule parfois dans un gangsta soap, cru, largement basé sur le sexe et la violence pour créer du choc, plus que sur une construction narrative ou une réflexion sociale. En conséquence, la série a été jugée comme intensément adulte, avec nudité fréquente, violence graphique, langage très cru, consommation de drogue, etc., ce qui explique sa classification partout dans le monde. En 2013, soit un an avant la diffusion du premier épisode de Power, Omari Hardwick apparaît dans un film de Charles Murray intitulé Things Never Said, et dans lequel il campe un personnage appelé Curtis Jackson. A priori, il n'y a aucun lien avec 50 Cent, mais la coïncidence autant que le timing, si près de tenir le rôle titre d'une série initiée en partie par le rappeur, reste amusante.
Pour que l'atmosphère soit crédible, les acteurs principaux, dont Omari Hardwick et Joseph Sikora, ont passé des nuits à traîner dans le quartier d'origine de 50 Cent à Jamaica, dans le Queens. De quoi s'imprégner de l'ambiance réelle à 3 h du matin pour coller à l'univers brutal et réaliste de Power. Certains des acteurs principaux, y compris 50 Cent, ont dû signer une clause de nudité pour la série, ce qui signifie qu'ils acceptaient d'apparaître nus si le scénario l'exigeait. Pourtant, en saison 3, un incident a marqué la production. 50 Cent s'est retrouvé, selon la presse, surpris de voir ses parties intimes apparaître à l'écran dans un plan inattendu, ce qui a provoqué sa colère publique envers les producteurs. Malgré les trahisons, meurtres et tensions à l'écran, le cast était soudé dans la vraie vie. Par exemple, il est rapporté que les acteurs principaux, notamment ceux incarnant Ghost et sa femme, ou Ghost et Tommy, sont restés très proches après le tournage, devenant même amis dans leur vie privée. En 2024, lors d'une interview, Hardwick a exprimé des regrets sur la façon dont son personnage de Ghost a été traité, estimant que le développement de son arc narratif, en particulier lors de la conclusion de la série, manquait de reconnaissance ou avait été mal géré. Il a ajouté qu'à l'époque, il avait proposé une fin plus cohérente selon lui, pour mettre un terme à l'arc de son personnage, dans laquelle Ghost mourrait pour sauver son ami d'enfance Tommy, suite à quoi ce dernier, inconsolable, mettait fin à ses jours. Selon l'acteur, Kemp aurait refusé cette fin, préférant garder celle qu'on connaît aujourd'hui. La série Power a donné naissance à un univers élargi, parfois appelé Power Universe, avec plusieurs spin-offs et préquels. Tout d'abord, Power Book 2, Ghost, qui suit le destin du fils de Ghost, Tariq, immédiatement après la fin de la série originale, et explore les conséquences de l'héritage criminel familial. À noter que cette série reprend exactement là où s'était terminée la série mère, de sorte qu'on pourrait presque considérer ses saisons 1 à 4 comme les saisons 7 à 10 de l'original. Après 4 saisons, ce spin-off/suite est officiellement terminé. Ensuite, Power Book 3, Raising Kanan, un préquel centré sur l'adolescence et les débuts criminels de Kanan Stark, qui enrichit fortement le background et l'univers du personnage. Comptant 4 saisons à l'heure actuelle, sa production semble toujours en cours, et une saison 5 devrait donc voir le jour. Et enfin, Power Book 4, Force, centré sur le personnage de Tommy Egan, après qu'il quitte New York à la fin de Power, et sa tentative de s'imposer sur un nouveau territoire, Chicago. A noter que la 3e et dernière saison de ce spin-off a débuté sa diffusion sur Lionsgate Plus le 7 novembre 2025, à raison d'un épisode par semaine. Mais ce n'est pas fini, car il faut parler de 2 autres projets liés au Power Universe et aux destins opposés. Tout d'abord, ce qui aurait dû être le 4e spin-off de Power, et qui aurait dû s'appeler Power Book 5, Influence. Centré sur Rashad Tate et sa seconde candidature au poste de gouverneur de New York, ce projet a finalement été annulé avant même de voir le jour. Malgré l'absence d'explications officielles, plusieurs pistes ont été avancées concernant cette annulation. Le fait que le personnage de Rashad avait déjà un rôle important dans Power Book 2, rendant l'idée même d'influence redondante, ou le recentrage de la programmation de Stars sur des contenus portés par des personnages féminins, bien que cela aille en contradiction avec le projet dont on parlera juste après, ou encore le contexte trop axé politique, détonnant trop avec le reste de la franchise. Et ensuite, annoncé en mars 2024, le futur 5e spin-off officiel de Power, intitulé Power Origins. Il s'agira d'un préquel qui racontera les débuts du duo Ghost-Tommy. À ce stade, voilà ce que l'on sait. Ghost jeune sera incarné par Spencer Moore II, tandis que la version jeune de Tommy sera incarnée par Charlie Mann. Mekai Curtis, qui incarne le jeune Kanan dans Power Book 3 Raising Kanan, reprendra son rôle dans Origins, assurant un lien cohérent entre les 2 séries, d'autant que ces 2 spin-offs ont le même showrunner, Sacha Penn. La production de cette nouvelle déclinaison est assurée par la même équipe que pour toutes les autres, à savoir Courtney Kemp et 50 Cent. La première saison comptera 18 épisodes, comme l'a confirmé Stars, qui diffusera la série. Le tournage est actuellement en cours, mais aucune date de diffusion officielle n'a encore été communiquée, même s'il se murmure que ça pourrait être courant 2026. A noter que les spin-offs Power Book 2, 3 et 4 sont disponibles pour la France sur Lionsgate+, accessibles pour info via Prime Video. Depuis la fin de Power en 2020, Omari Hardwick n'a pas disparu de l'écran. Il a enchaîné plusieurs projets, au cinéma et à la télévision, notamment dans des films comme Army of the Dead en 2021 ou Star Trek Section 31 en 2025. Si l'acteur est aussi impliqué dans divers projets à venir, mais toujours en cours de pré-production, il apparaîtra bien dans une nouvelle série centrée sur la vie de Mohamed Ali, intitulée The Greatest, actuellement en cours de tournage, et dans laquelle il interprétera le père du boxeur, Cassius Clay Sr. Parallèlement à sa carrière d'acteur, il reste actif en tant que producteur et artiste pluridisciplinaire, notamment comme poète.
Après Power, Joseph Sikora continue de porter la flamme du Power Universe. Il apparaît dans le spin-off Power Book 2 Ghost et reprend son rôle emblématique du fougueux Tommy en tête d'affiche de Power Book 4 Force. Après la série, Naturin Autumn a repris le rôle de Tasha dans le spin-off Power Book 2, puis elle apparaît dans la série The Nowhere Man en 2025. Après la fin de la série originale, le rappeur 50 Cent continue de développer activement l'univers à travers les spin-offs. Il reste instigateur et moteur de cette franchise télévisuelle au travers de ses nombreuses séries dérivées. Par ailleurs, en 2023, on a pu le voir partager l'affiche avec le gratin du film d'action des années 80-90 dans Expendables 4, mais il incarnera aussi Balrog, M. Bison de son vrai nom, dans la nouvelle adaptation du célèbre jeu de combat Street Fighter, actuellement en cours de tournage et prévu pour une sortie en 2026. Et pour terminer cet épisode, je vous propose à présent 5 séries qui, comme Power, mêlent crime, trafic, pouvoir, ambition et dilemmes moraux, certaines très connues, d'autres un peu plus discrètes, mais toutes intéressantes dans l'esprit. Tout d'abord, The Wire, ou Surécoute en français, un chef-d'œuvre réaliste sur le trafic de drogue, la politique, la police et la société urbaine. L'aspect double vie milieu criminel vs société y est poussé à son paroxysme. Ensuite, Snowfall, début des années 1980 à Los Angeles, montée du crack, trajectoire de personnages plongés dans le trafic. C'est intense, sombre et parfois cru, dans l'esprit jeunesse plus délinquance, plus ambition. Puis nous avons Godfather à Harlem, mafia new-yorkaise des années 60, mélange de crime, de lutte de pouvoir et de contexte social et politique, pour une ambiance gangster plus historique et réaliste. Après, nous avons Top Boy, série britannique qui dépeint le trafic, la violence et les rapports de force dans les quartiers difficiles. Plus brut, plus ancré dans l'immédiateté, mais parfois proche de l'univers ruel, deal, survie. Et enfin, Peaky Blinders. Gang, loyauté, trahison, ascension sociale et criminalité organisée, bien que dans un autre contexte, puisqu'on parle de l'Angleterre post-Première Guerre, mais le thème du pouvoir, de l'ambition et des choix moraux, qu'on trouve évidemment dans Power, résonne aussi ici fortement. Merci infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Power. Vous l'aurez remarqué parce que vous êtes des gens intelligents, l'épisode d'aujourd'hui est beaucoup plus long et donc beaucoup plus complet qu'habituellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format, à me faire vos retours, mais toujours avec bienveillance bien sûr. Par ailleurs, si ce que je vous propose vous plaît, si vous souhaitez aider la chaîne à gagner en visibilité et me permettre de poursuivre l'aventure Verdict en série, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre la cloche, à liker la vidéo et à la partager. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je les lis tous et essaie d'y répondre la plupart du temps. Un énorme merci à ceux qui font déjà tout ça et à ceux qui le feront encore, ça aide grandement la chaîne à se développer et ça me motive énormément pour la suite. Pour le prochain épisode, je n'ai pas encore fixé de sujet, alors si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très vite sur Verdict en série.